Bonjour, voici une petite vidéo de révision sur le premier chapitre de 4e, Bourgeoisie marchande, traite négrière et esclavage au XVIIIe siècle. À partir du XVe siècle, les Européens découvrent des terres qu'ils ne connaissent pas et en font peu à peu la conquête. Ils fondent ce qu'on appelle des empires coloniaux. Au XVIIIe siècle, date à laquelle débute notre chapitre, se développe le commerce entre l'Amérique et l'Europe particulièrement. On parle parfois de commerce atlantique. Au même moment, l'esclavage se développe fortement. Le terme, entre guillemets, nègre, negro en espagnol, est un synonyme d'esclave, et c'est pourquoi ce mot est très insultant aujourd'hui. Et donc, il convient de ne pas l'utiliser, dans le langage courant évidemment, et lorsqu'on l'utilise, il faut bien le citer avec des guillemets, ou même éviter de l'employer, simplement pour le mettre à distance. Donc, ce mot très insultant, néanmoins, doit être connu, et on va se demander dans ce chapitre quel est le lien entre l'esclavage et le développement économique de l'Europe. En quelque sorte, comment l'enrichissement de l'Europe repose sur l'esclavage. Tout d'abord, au XVIIIe siècle, les pays européens dominent une partie du monde. On l'a dit, ce phénomène s'appelle la colonisation. Elle permet à des pays comme l'Angleterre, la France ou à l'Espagne de former des empires immenses, des empires coloniaux, et des compagnies commerciales vont commencer à profiter de ce commerce pour enrichir considérablement, notamment une classe de marchands dont on va reparler plus tard. Ce commerce avec les colonies repose sur l'exportation, l'importation en Europe, puis ensuite la réexportation d'un certain nombre de marchandises coloniales, le sucre, le café, le coton, le rhum, le tabac, les fourrures, etc. etc. Ces marchandises sont ensuite revendues en Europe extrêmement chères. Les villes portuaires s'enrichissent considérablement. Des villes comme Bordeaux, Nantes, La Rochelle, ou encore Londres, Liverpool, Bristol, ou encore Amsterdam, en Europe, donc s'enrichissent grâce à ce commerce, et on le verra ensuite, avec la pratique de l'esclavage. Une nouvelle classe sociale, appelée bourgeoisie, investit donc dans le grand commerce, ce qui lui permet un enrichissement considérable. Cet enrichissement lui permet d'avoir un train de vie luxueux et de consommer des biens venus des colonies. C'est le cas par exemple ici sur le tableau, un portrait de Marguerite Urban d'Orbrook, qui est une négociante nantaise. On le voit, elle consomme soit du café, soit du cacao, ainsi que du sucre, des produits extrêmement chers. Il s'agit ici d'étaler sa richesse. Cette richesse se traduit aussi dans les villes donc, qui pratiquent ce commerce par la construction d'hôtels particuliers, de demeures relativement luxueuses, comme ici l'hôtel de Nérac à Bordeaux. La pratique de l'esclavage, on va le voir, est aussi une des pratiques qui va permettre l'enrichissement de ces villes. Et l'esclavage va être au centre des activités de grand commerce. On retrouve encore, parmi ces grands ports qu'on appelle ports négriers, donc des ports qui se sont enrichis, où la pratique d'un commerce qu'on va appeler commerce triangulaire est très forte, on retrouve donc les mêmes villes portuaires qui s'enrichissent avec le grand commerce. Donc désormais, on va s'intéresser à savoir comment s'organise le commerce triangulaire. L'esclavage, on le sait, existe depuis plusieurs siècles en Afrique, mais il connaît un apogée au XVIIIe siècle. Car les Européens utilisent les esclaves pour la production de marchandises coloniales, donc on l'a dit, sucre, coton, rhum, etc. On pourrait rajouter le tabac et bien d'autres. Mais en tout cas, la pratique de la plantation sucrière, on va le voir, est au centre de l'enrichissement de l'Europe. Il existe deux types de commerce. Un premier qu'on appelle le commerce en droiture. Il s'agit de faire un commerce directement entre l'Europe et les colonies. Donc en Europe, on a l'envoi de produits manufacturés ou de produits agricoles vers les colonies américaines, et en retour, des produits coloniaux, sucre, rhum, tabac, etc., reviennent en Europe et enrichissent les ports qui vont ensuite les réexporter dans l'ensemble de l'Europe et ainsi faire un bénéfice très important. On a également un commerce dit triangulaire. Ce commerce s'organise à partir de l'Europe. Les Européens partent avec des marchandises peu chères, armes, textiles, alcool, etc. Les Européens les échangent contre des esclaves en Afrique,
dans le golfe de Guinée surtout, et les esclaves sont vendus, après une traversée longue et éprouvante, on en reparlera, les esclaves sont vendus dans les colonies américaines. Avec l'argent de la vente des esclaves, donc les Européens achètent des produits coloniaux et les esclaves sont exploités dans les plantations où ils produisent ces mêmes produits coloniaux. Enfin, les Européens reviennent en Europe avec ces produits coloniaux, sucre, rhum, tabac. Que ce soit donc du commerce en droiture ou du commerce triangulaire, ce commerce repose sur la production de produits coloniaux par des esclaves. Et donc, dans les deux cas, repose sur l'esclavage. Dans le cadre du commerce triangulaire, on a un chemin qui va de l'Europe vers l'Afrique jusqu'à l'Amérique, puis un retour en Europe. C'est pourquoi on parle de commerce triangulaire, car le chemin forme tout simplement un triangle. Les États européens aident et encouragent l'esclavage au XVIIIe siècle. C'est pourquoi c'est bien au XVIIIe siècle que se développe le plus fortement cette pratique. Ce sont près de 8 millions d'esclaves qui sont déportés rien qu'au XVIIIe siècle, contre 12 ou 13 millions en tout au long de la période de l'esclavage européen qui va du XVIe siècle à la fin, ou en tout cas à la seconde moitié du XIXe siècle. Et ce sont entre 800 000 et 1 million d'esclaves qui meurent rien qu'au XVIIIe siècle et principalement lors de la traversée. Nous en reparlerons dans la suite. On parle d'économie de plantation pour désigner le système qui a cours dans les colonies américaines, où on va exploiter le travail des esclaves, sans évidemment leur donner de rétribution de salaire. Donc la plantation repose, la plantation de sucre le plus souvent, repose sur un travail gratuit des esclaves, un travail forcé, dans des conditions extrêmement difficiles, on va le voir dans la suite. Les esclaves sont transportés en Amérique dans des conditions très difficiles, et un esclave sur 10 meurt lors de la traversée, le plus souvent de maladie, car les conditions de voyage, la promiscuité, les violences physiques, les mauvais traitements, la mauvaise nourriture, ne permettent pas de maintenir cette population d'esclaves en bonne santé, et donc les épidémies se développent. En Amérique, les esclaves sont vendus et travaillent le plus souvent 6 jours sur 7, et leurs maîtres ont un droit de vie et de mort sur eux, car ils sont considérés comme du bétail humain. Le Code noir parle même de meubles, pour les considérer en termes de statut, donc les esclaves, pour le droit français, sont des meubles. La violence sur la plantation est quotidienne, et l'espérance de vie des esclaves ne dépasse pas 10 ans. Le plus souvent, on a une moyenne donc, qui s'élève à environ à 7 ans sur la plantation. Autre élément, les esclaves sont extrêmement limités, on l'a dit, dans leur liberté, cela va même jusqu'au mariage, qu'ils n'ont pas le droit de contracter ni librement, ni de faire des enfants. Au-delà de la violence physique, les esclaves ne sont évidemment pas libres, ils ne peuvent par exemple pas se marier, ni avoir des enfants librement. Certains esclaves tentent alors de s'échapper, on parle de marronnage, mais s'ils sont capturés, ils risquent d'être mutilés, torturés ou exécutés. C'est en tout cas ce que prévoit le Code noir, c'est-à-dire un texte de loi édicté en 1685 par Colbert, donc un texte de loi qui régit le droit des maîtres sur les esclaves et qui prévoit un certain nombre de sanctions physiques envers les esclaves. On l'a dit, les États européens, et notamment la France, ont considérablement stimulé l'esclavage et, en produisant des lois, l'ont organisé. Certains Européens, néanmoins, s'opposent à l'esclavage pour des raisons souvent philosophiques, mais ils restent minoritaires, même s'ils peuvent représenter parfois, dans certains milieux, une masse assez importante auprès de personnes qui peuvent être considérées comme une classe dirigeante, même si on est évidemment dans une monarchie absolue. Ces personnes sont appelées abolitionnistes, car ils et elles souhaitent l'abolition de l'esclavage. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que au XVIIIe siècle, on a un enrichissement considérable de l'Europe et d'une classe en particulier, la bourgeoisie. Mais cet enrichissement repose sur l'esclavage.
En effet, sans pratique de l'esclavage, sans ce commerce dit triangulaire, ou même ce commerce en droiture, sans donc le travail gratuit des esclaves, il n'y a pas de production de biens coloniaux qui sont ensuite revendus en Europe et qui font la richesse à la fois des marchands et de l'État. Cette violence raciste, cet esclavage donc, est organisé et stimulé par les États. Et c'est bien pour cela qu'on a une accélération de l'esclavage au XVIIIe siècle qui devient extrêmement massif. C'est bien parce qu'on a cette alliance entre des négociants, des personnes privées, et l'État lui-même, qu'on a un esclavage aussi massif. C'est pourquoi il faut distinguer l'esclavage tel qu'il se pratique, tel qu'il est pratiqué par les Européens, avec la déportation sur un autre continent, des formes d'esclavage plus anciennes, de l'Antiquité au Moyen-Âge. C'est bien cette accélération, cette organisation par les privés et par l'État, qui en font sa particularité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on considère à raison que l'esclavage est un crime contre l'humanité, et particulièrement l'esclavage européen.